Printemps 1945. Le 15 avril, les troupes britanniques entrent dans le camp de Bergen-Belsen. Partout, des milliers de personnes dans un état critique. Les conditions sont catastrophiques. Derrière les barbelés, des visages émaciés, épuisés et un silence tendu. En quelques semaines seulement, commence l'une des enquêtes les plus importantes de l'après-guerre. L'objectif, déterminer qui était responsable du maintien de l'ordre dans ces camps, qui exécutait les ordres et qui contrôlait le régime. Parmi le personnel, un très grand nombre de femmes. Longtemps, elles sont restées dans l'ombre. Aujourd'hui, leurs visages sont conservés dans les dossiers des enquêteurs. Dans le système concentrationnaire du Troisième Reich, existaient un corps séparé de gardiennes. Elles n'étaient pas formées pour le combat, mais pour surveiller les prisonniers. Les futures gardiennes recevaient leur formation au camp de Ravensbrück. Là, on leur apprenait à obéir aux ordres, à faire respecter le règlement, à tenir la documentation et à répartir les tâches entre détenus. Les souvenirs des survivants sont remplis de détails répétitifs, les rassemblements matinaux, les appels, le regard impassible. Tout se faisait strictement selon les instructions. Les raisons pour lesquelles ces jeunes femmes entraient dans le système concentrationnaire variaient. Certaines étaient motivées par l'idéologie, d'autres attirées par un salaire stable et élevé. Mais au final, tout avait en commun la nécessité d'obéir aux ordres, de suivre les règles établies, d'assurer la discipline. Les rapports d'archives confirment que beaucoup de femmes occupaient des postes à responsabilité. Elles participaient à la répartition des prisonniers par secteur, établissaient des listes, contrôlaient les déplacements à l'intérieur du camp, envoyaient des gens dans les chambres à gaz. Après la libération, les Alliés commencent à rechercher le personnel. La tâche est compliquée. Les documents originaux concernant les gardiennes sont détruits. Beaucoup tentent de disparaître dans la nouvelle vie paisible. La coordination entre les armées est difficile. Le temps est compté. Les interrogatoires des survivants deviennent la clé. Chaque geste, chaque mot, chaque élément d'uniforme peut devenir une preuve. Qui commandait? Qui écrivait? Qui se contentait de rester à côté et d'observer? Certaines femmes se cachent chez des proches. D'autres se mêlent aux évacués. Mais de plus en plus de faits pointent vers elles. L'enquête pose une question fondamentale. Ces femmes n'étaient-elles que des rouages d'un système ou comprenaient-elles pleinement le rôle qu'elles jouaient? Et pourquoi beaucoup d'entre elles refusent-elles de reconnaître leur culpabilité, affirmant qu'elles n'avaient fait qu'obéir aux ordres? Ce récit ne parle pas de monstres, mais de la manière dont la banalité devient partie intégrante d'un mécanisme répressif, et de ce qui se passe lorsque ce mécanisme perd le contrôle de lui-même. Avant de commencer la vidéo, une grande demande. Écrivez dans les commentaires votre âge et pourquoi vous vous intéressez à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cela nous aidera à nous développer, à nous améliorer et à créer de nouveaux contenus pour vous. Merci beaucoup. La structure interne des camps du Troisième Reich reposait sur une hiérarchie précise. Chaque maillon, du chef de section à la simple gardienne, agissait sur ordre. Les femmes entrées au service de la SS passaient par une sélection et une formation dans un centre spécialisé, le camp de Ravensbrück. Depuis 1939, il était devenu le principal lieu de préparation de tout le personnel féminin. On y inculquait la discipline, le sens de l'ordre et l'obéissance absolue aux instructions. Les candidates passaient des entretiens où étaient évaluées leur loyauté, leur obéissance et leur conformité à l'image attendue. Dans la pratique quotidienne, leur travail se résumait à des tâches répétitives. Rassemblement, contrôle, tenue des registres, surveillance du travail des prisonniers. En apparence, il s'agissait d'un travail administratif. Mais dans le contexte du camp, même cette fonction prenait un sens tout à fait différent. Maria Mandel, en poste à Auschwitz, était responsable de l'ordre interne et de la coordination avec les médecins. Gerda Steinhoff, arrivée à Stutthof en octobre 1944, devint chef de bloc. Jenny Bachmann, auparavant sans lien avec l'armée, tenait les registres et surveillait l'état sanitaire. Elisabeth Becker,
entrée à la Ligue des jeunes filles allemandes à 13 ans, se retrouva également à Stutthof. Toutes obéissaient aux mêmes règles. Le règlement imposait de la fermeté. Les protocoles prévoyaient des sanctions en cas d'infraction. Les déplacements étaient consignés, l'état des prisonniers suivi, la documentation tenue à jour. Tout ce qui se passait faisait partie d'un système établi. Au début de 1945, il devient clair que le front se rapproche. Les ressources sont épuisées, le contrôle s'affaiblit. La panique gagne les camps. Les règles et procédures se désagrègent. Certaines gardiennes tentent de fuir, mais les documents laissés derrière elles, les témoignages des survivants et les rapports internes permettent rapidement aux enquêteurs de les identifier. La machine, fondée sur l'ordre, commence à s'effondrer sous le poids des faits. Au printemps 1945, les Alliés commencent à arrêter les femmes ayant servi dans les camps. Leur mission, recueillir des témoignages, identifier les membres du système, établir les faits. Mais très vite, on découvre que beaucoup de celles qui se tenaient de l'autre côté des barbelés refusent de reconnaître leur culpabilité. Le déni devient leur première réaction face aux accusations. Le 15 avril, les soldats britanniques arrêtent Irma Grese et Elisabeth Volkenrath dans le camp de Bergen-Belsen. Grese affiche une assurance provocante, chantant des chansons de marche et adoptant une attitude défiant l'autorité. Volkenrath déclare que nous avons tous souffert. Quelques semaines plus tard, les Polonais arrêtent Gerda Steinhoff, cachée chez des proches, et Jenny Bachmann, interceptée à la gare. Toutes deux affirment n'avoir fait qu'obéir aux ordres. Bachmann prétend avoir aidé les prisonniers plutôt que de leur nuire. Steinhoff soutient qu'elle n'avait aucun réel pouvoir à l'intérieur du camp. À la même période, Elisabeth Becker, Wanda Klaff et Ewa Paradis sont également arrêtés. On les retrouve dans différentes villes. L'une est malade, l'autre abattue, une autre garde le silence. Toutes tentent de se distancer du système. Cependant, les témoignages des survivants contiennent des détails précis. Rassemblements matinaux, noms, scènes de la vie quotidienne. Ces informations sont recoupées avec les rapports des camps, où figurent les gardes de service, les signatures et les instructions. L'enquête commence à vérifier témoignages, faits et documents. En septembre 1945, le premier procès s'ouvre à Lunebourg. Les enquêteurs disposent d'un volume immense de preuves. Chaque déclaration des accusés est confrontée aux documents. Les dénégations de participation au système concentrationnaire ne résistent pas aux faits concrets. Certaines accusées se taisent, d'autres invoquent la peur, d'autres encore l'obéissance. Mais chaque déposition est analysée dans le contexte du système criminel dans son ensemble. Pendant 90 jours, l'accusation et la défense présentent des preuves, auditionnent des témoins et examinent archives photographiques et actualités filmées. Irma Grese et Elisabeth Volkenrath comptent parmi les principales accusées. Toutes deux affirment ne pas avoir participé aux exécutions et n'avoir fait qu'exécuter des ordres. Grese soutient qu'elle n'a appris l'existence des chambres à gaz que par les prisonniers. Volkenrath déclare qu'elle souffrait également et qu'elle compatissait aux détenus. Mais les témoignages oculaires et les documents racontent une autre histoire. Les témoins évoquent les appels au cours desquels se faisaient les sélections, les comportements brutaux, la discipline impitoyable. En avril 1946 s'ouvre à Gdansk le procès de Stutthof. Sur le banc des accusés, Gerda Steinhoff, Jenny Bachmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff et Ewa Paradis. Les témoignages sont d'une précision extrême. Ils décrivent qui et quand établissaient les listes pour les chambres à gaz, comment se déroulaient les sélections, qui assurait le contrôle de l'ordre dans le camp. Becker adresse une demande de grâce au président polonais, sans succès. Klaff adopte une attitude provocatrice, déclarant qu'elle avait du pouvoir. Ewa Paradis reste silencieuse. Tous les chefs d'accusation sont étayés. Crime contre l'humanité. En novembre 1947, le tribunal de Cracovie examine les affaires d'anciennes employées d'Auschwitz. Maria Mandel reconnaît avoir participé aux sélections et demande pardon avant le verdict final. Elisabeth Brand s'adresse à une ancienne détenue pour implorer sa clémence. Alma Olzowski affirme qu'elle n'a fait qu'accompagner les colonnes.
mais les archives et documents contredisent ces dires. Elle est condamnée à 15 ans. L'affaire Galina est jugée aux Pays-Bas. 6 ans de prison, suivi d'une amnistie 4 ans plus tard. Chaque dossier montre que le système pouvait être démantelé, mais que ses traces demeuraient dans les documents et les destins. Les juges examinent non seulement les actes, mais aussi les motivations. Repentir, peur, indifférence, tout fait partie du tableau. Le temps précédant les verdicts se transforme en une longue et éprouvante attente. Les prisons de Hameln, Gdansk et Cracovie sont surpeuplées. Les femmes qui, peu auparavant, contrôlaient les camps, vivent désormais elles-mêmes sous un régime strict. Leurs paroles sont consignées, leurs comportements analysés. Mais surtout, elles sont confrontées à un choix intime, reconnaître leur culpabilité ou continuer à affirmer leur innocence jusqu'au bout. Irma Grez passe ses journées en cellule, conservant une attitude provocatrice. Elle chante des hymnes de la SS et affiche un calme glacial. Elisabeth Volkenrath se plaint des conditions de détention, se comparant aux prisonniers. À Gdansk, Gerda Steinhoff nie toute participation aux sélections. Jenny Bachmann tisse des liens avec les gardiens et gagne la faveur de l'un d'eux. Wanda Klaff, au contraire, se vante auprès de ses codétenus d'avoir frappé 2 personnes par jour. Ewa Paradis reste muette, refusant de répondre aux questions. À Cracovie, Maria Mandel partage sa cellule avec d'anciennes prisonnières. Elle demande pardon, mais refuse d'entrer dans les détails. Elisabeth Brendel pleure dans le lavoir, parlant de sa culpabilité. Alma Olsowski, malgré un comportement jugé relativement moins sévère dans le camp, continue à clamer son innocence. Galina a été écartée du service dès 1944. Sa culpabilité est considérée comme partielle. Langfeld, quant à elle, détruit une partie de la documentation, ce qui contribue à sauver des prisonniers. Elle reçoit l'aide d'anciennes détenues et parvient bientôt à s'évader. L'attente devient une épreuve psychologique. Certaines perdent leur sang-froid, d'autres cherchent le salut dans le repentir. Mais tout change avec l'étape suivante. De nouvelles preuves apparaissent. Les archives s'enrichissent, les témoins se souviennent de nouveaux détails. À partir de la fin de l'année 1945, les tribunaux passent à la phase finale. De nouvelles preuves, des témoignages et la déclassification d'archives compliquent fortement la position des accusés. Il devient évident que les tentatives de déni ne fonctionnent plus. Les protocoles des camps, signés par les gardiennes elles-mêmes, confirment les épisodes clés. Chaque garde, chaque ordre, chaque liste devient une preuve irréfutable. Le 17 décembre, le procès de Belsen rend ses verdicts. Irma Grez et Elisabeth Volkenrath sont condamnées à mort. L'accusation s'appuie sur les rapports, les témoignages de survivants et les documents personnels. Jusqu'au dernier moment, Grez garde son sang-froid et refuse de reconnaître sa culpabilité. Volkenrath insiste sur le fait qu'elle n'a fait qu'exécuter des ordres. Le tribunal rejette ses arguments. À Gdansk, le 1er juin 1946, le procès de Stutthof se conclut. Gerda Steinhoff, Jenny Bachmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff et Ewa Paradis sont toutes reconnues coupables. Les dossiers attestent de sélection, de coups systématiques, de traitements brutaux. Bachmann fait appel en affirmant qu'elle ne comprenait pas tout, mais sa demande est rejetée. À Cracovie, le 22 décembre 1947, Maria Mandel et Elisabeth Brendel sont condamnées à mort. Mandel demande pardon, Brendel implore la clémence. Alma Olsowski écope de 15 ans de prison. Sa demande de réduction de peine est également refusée. Le cas d'Elisabeth Langfeld est particulier. Malgré son service dans le système, elle détruit certains documents, sauvant ainsi plusieurs prisonniers. Après la guerre, elle reçoit l'aide d'anciennes détenues, se cache dans un monastère et reste introuvable pendant longtemps. À la fin, toutes apparaissent non comme de simples exécutantes anonymes, mais comme des personnes ayant pris des décisions, pesées, conscientes ou dictées par la peur, mais des décisions tout de même. L'importance ne réside plus seulement dans la culpabilité, mais dans l'attitude face à celle-ci.
Le 13 décembre 1945, à Hameln, a lieu la première exécution. Irma Grese et Elisabeth Volkenrath montent sur l'échafaud. Grese, sans attendre l'ordre, dit au bourreau « Plus vite ». Volkenrath reste silencieuse. Leur destin est scellé. 9 minutes plus tard, tout est terminé. L'histoire de ces deux femmes, autrefois maîtresses de l'ordre dans le camp, s'achève par un verdict judiciaire. Le 4 juillet 1946, à Gdansk. Sur une plateforme temporaire, Gerda Steinhoff, Jenny Bachmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff et Ewa Paradis sont exécutés. L'exécution est publique, en présence de dizaines de milliers d'habitants. Chacun des spectateurs garde un souvenir et un sentiment de justice. Personne ne célèbre, mais tous comprennent que la loi les a enfin entendus. À Cracovie, le 24 janvier 1948, les sentences contre Maria Mandel et Elisabeth Brand sont appliquées. Mandel demande pardon à la dernière minute. Brand, en larmes, adresse quelques mots à une ancienne détenue. L'exécution dure 15 minutes. Le processus est terminé. D'autres reçoivent des peines différentes. Alma Olsowski purge 15 ans de prison, puis est libérée en 1957. Hildegard Ganina écope de 6 ans, libérée par Amnesty en 1950. Elisabeth Langfeld se cache dans un monastère, puis vit à Munich, où sa trace se perd en 1974. Ainsi s'achève un long processus où les crimes ont été prouvés non seulement par des mots, mais aussi par des sceaux, des protocoles et des registres. La justice n'est pas atteinte par la vengeance, mais par l'examen des faits. Sur les sites des camps détruits apparaissent des mémoriaux. Ce n'est pas seulement un rappel du passé. C'est un signe. Le mal ne prend pas toujours la forme d'un monstre. Parfois, il porte un uniforme et parle le langage de l'administration. Et alors, une chose est essentielle, ne pas oublier. Des centaines de gardiennes SS ont été condamnées. L'histoire de leur procès est le miroir d'un système qui exigeait l'obéissance et camouflait la violence sous l'ordre. Aujourd'hui, la mémoire de ces événements est préservée dans les musées et les mémoriaux. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci de votre attention et bonne journée. Someone